4 janvier 2018. Oh mes amis, l'année qui s'est achevée fut pour moi la plus féroce de toutes. La femme que j'aimais a perdu la vie. J'imagine que des milliers, des millions de personnes sur cette planète ont pu vivre un tel drame en même temps que moi. Pensée bizarre au cœur du chagrin, vous en conviendrez, dérisoire sans doute, mais qui eut sur moi l'effet égalisateur de la souffrance, quand la seule cruauté de la vie nous fait nous résoudre à notre appartenance fraternelle à la famille humaine. Et le cœur serré dans un étau de fer, j'ai pensé, il y a des jours où il faudrait revenir sur nos pas, mais non, c'est impossible. Vous le savez, j'ai levé les yeux au ciel. Il n'y avait rien d'autre que la nuit étoilée. J'ai compris que nous n'avons pas trop de tout de notre pouvoir d'attention pour contempler dans le malheur cette solitude et ce noir scintillant au-dessus de nos têtes. Et dans un de ces croisements vifs et inattendus que l'existence nous réserve, me sont revenus à la mémoire les mots anglais « a pale blue dot », un petit point bleu pâle, les mots de certains astronautes pour désigner notre astre, la Terre, depuis leur position dans l'espace. Notre corps va jusqu'aux étoiles, prétendait déjà Bergson. Et moi, je prends cela dans ma peine au pied de la lettre. Nous sommes de la terre et du ciel. « 10 janvier 2019. Les débuts d'année sont souvent rudes. Il y a tout ce que l'année précédente n'a pas réussi à démêler et tous les secrets, toutes les difficultés, énigmes, épreuves qu'elle a déposées sur le sable de nos existences, ballottées dans les vagues. Maman répète ça régulièrement, la vie est compliquée. Pourtant, sa vie à elle s'est toujours réduite à une infinité de rien répétés, presque transparents. Mais nos vies sont jusqu'au bout le lieu fragile et précaire de ces batailles obstinées, parfois grandioses, mais le plus souvent obscures, et sans que jamais nous n'ayons vraiment la certitude ni d'avoir vaincu, ni d'avoir totalement échoué. Serons-nous toujours aimés les uns et les autres, et nous-mêmes pourrons-nous compter sur leur amour? Comment concilier désir, devoir, envie, ou trouver la force d'avancer de quelques pas supplémentaires? J'ai gardé de mon enfance le souvenir de soirées opaques, embrouillées comme des pelotes de fil, où aucun d'entre nous ne savait comment ni égayer un peu les autres, ni démêler les brins de cette existence enchevêtrée et formant de minuscules nœuds inextricables. Dans la petite boutique de chaque vie humaine, on aimerait bien que tout soit rangé impeccablement, toutes les nuances distinctes de la joie et du chagrin, de la réussite et des échecs. On voudrait y trouver, sans chercher trop longtemps, une solution à chacun de nos problèmes, une réponse simple à nos questions. Mais on reste souvent bredouille, empêtré dans notre embrouillamini de fils. On est alors contraint de fouiller jusque dans l'arrière-boutique mal éclairée et dans un désordre dont on ne sait trop s'il nous irrite, nous effraie ou nous émeut. Ce sont les épiceries sentimentales, les bazars de l'existence, les merceries désertes tenues par les mêmes vieilles personnes, dernières à savoir où se trouve quoi dans des tiroirs en désordre. Personne, à moins d'y être contraint, ne tient à se rendre dans ces sombres entrepôts de nos cœurs, ces petites boutiques d'humanité où chacun tente avec maladresse de tirer un bout du fil de sa vie et de ces pelotes innombrables qu'on appelle désespoir, découragement, jalousie, dispute, rancœur, tristesse. L'idée, finalement, n'est pas tant d'en trouver la fin, mais d'avoir la patience de détricoter chaque jour, un petit peu plus, ces fichues pelotes, et d'avoir la curiosité de visiter le clair-obscur de nos magasins, d'y fouiller nos sentiments mal rangés, nos émotions, nos projets perdus, nos désirs vains mais tenaces. On y croise une vieille dame fatiguée qui ressemble étrangement à maman aujourd'hui. Elle laisse retomber silencieusement ses mains usées, épuisées du peu de succès de ses efforts. Ou une de nos filles qui vient d'acheter un beau métrage d'une soie rouge d'amour. Qu'en fera-t-elle? Ou encore cet ami malheureux perdu dans ses pensées, avec sa pelote de laine noire qu'il serre contre son cœur. On y croise parfois des gens patients et bienveillants qui passent leur temps ainsi au fond de nos petites boutiques d'humanité à démêler tous les ordres vivants, des inconnus,
quelqu'un de serviable parfois, des soldats anonymes sur le front ténébreux de nos vies. Certains ont de grands ciseaux argentés et coupants. Ils nous font un peu peur. On comprend alors que certaines blessures sont nécessaires. On découvre que le fil de la vie est ainsi fait, de nœuds, de coupures, de raccommodages souvent rapides, pas très bien réalisés ni très solides. Ça durera ce que ça durera, disait drôlement maman en recousant boutons arrachés et reprisant les vêtements déchirés. Tant de choses ne tiennent qu'à un fil usé par endroits, refait de 1001 fils multicolores. Une marchandise invendable, pense-t-on certains soirs, mais elle est à nous, c'est notre vie. Et ce qui est étonnant, c'est que nous ayons encore la force et le désir de rafistoler tout ça, de fouiller dans l'arrière-boutique pour y dénicher le petit brin de fil qui nous sauvera et qui nous tirera un temps d'affaires. Dans l'obscurité, dans le désordre, le plus réconfortant, c'est de faire partie de ces gens-là, avec nos habits d'arlequin cousus de différents morceaux d'humanité et de pièces rapportées. Méfions-nous des boutiques claires et richement garnies, ordonnées avec de belles étiquettes lisibles sur tant de choses désirables. Allons plutôt faire un tour dans les arrière-boutiques. Vous n'y apprendrez pas les secrets du bonheur ni les recettes de la réussite, mais vous aurez à cœur d'y recoudre vos secrets les plus difficiles avec indulgence et douceur, et vous saurez que ce bricolage de l'âme est préférable au chaos du refoulement. Et c'est là, tout au fond de cette petite boutique d'humanité, que nous venons rêver, tenter de réparer nos vies. C'est une forme d'écologie finalement. Préserver ce qui doit l'être, même si en apparence ce n'est qu'un petit bout de fil sans queue ni tête, ça tiendra bien une année encore. « 31 janvier 2019. Oh mes amis, j'aurais voulu lui parler ce soir-là. Il y a quelques jours de cela, quand elle m'appela au secours, j'aurais voulu trouver les mots, ceux qui m'échappaient précisément parce qu'ils étaient les mots qu'il aurait fallu prononcer pour dissiper son cauchemar. Mon corps, mon impatience, ma culpabilité, et jusqu'à sans doute le lourd et fragile fardeau de ma paternité faisaient soudain obstacle aux mots qui apaisent. Oh mes amis, je n'ai pas eu ce courage-là, vaincre le silence, briser ou dissoudre la nuit entre nous, et je l'ai sentie si mal, si perdue, comme égarée dans la perte d'elle-même, dans la perte qu'aura creusée le deuil pour le restant de ses jours. Me serais-je perdu, moi aussi alors, dans la sombre forêt de sa jeunesse blessée ? Je l'ai senti sous une accusation obscure, mêlant la vie et les autres, quand les liens familiers de la vie paraissent nous étrangler. Les mots m'ont échappé, et ceux qui me sont revenus furent les mots d'une autre, ceux de la poétesse américaine Emily Dickinson. Ma vie fusil chargé. Et me voici aujourd'hui devant vous, mes amis, sur cette éphémère page de papier, à la fois seul et parmi vous, cherchant aussi à partager quelques mots avec vous, mais incapable de vous parler d'autre chose que de cette chose-là, du chagrin, de la honte de n'avoir pas pu trouver les mots que je savais pourtant là, en moi, à ma portée, et pourtant brutalement, dans la nuit, face à elle, ma petite adolescente, ces mots inaccessibles, comme des diamants noirs. Et moi, devant elle, cette nuit-là, cherchant silencieusement où avait bien pu passer la confiance, celle qui fait vivre et parler entre nous, parce qu'il n'y a pas d'autre foi que celle-là pour recommencer, pour réamorcer, entamer de nouveau quelques mots que l'on adresse à l'autre dans son malheur, quelques mots capables de traverser, de transpercer l'ouate épaisse du chagrin et faire ensemble l'expérience la plus émouvante de l'amour, celle qui nous conduit à comprendre que nous naissons plusieurs fois dans la parole échangée. Plusieurs fois. C'est ainsi que j'ai repensé à la bouleversante déclaration du Christ à Nicodème dans l'évangile de Jean. « Ne sois pas étonné si j'ai dit « il faut naître d'en haut » ou « de nouveau » en grec anoten, qui peut signifier à la fois « en haut », « depuis longtemps »,« encore »,« de nouveau ». Oh, je partage l'étonnement ou la stupeur de ce Nicodème. Naître, c'est donc être appelé à renaître, de plus haut, de plus loin de nos commencements. J'ai deviné quelque chose. J'ai su qu'être né encore, ou être né de nouveau, ou être né en haut, ne voulait pas simplement dire renaître, mais choisir de reprendre la vie à son origine, de sortir littéralement par le haut de nos impossibilités à naître.
Hélas, ce n'est qu'à présent, seul et parmi vous, que reviennent à mes lèvres ces quelques mots que j'aurais aimé lui dire à l'oreille dans le noir de sa chambre, pour ménager une petite voix possible à cette renaissance. Je lui aurais dit non, tu n'es pas obligé de te battre. Tu n'es pas obligé de tout supporter, de tout comprendre, ni de tout porter à bout de bras. Et tu n'es pas obligé non plus de fuir avec les ombres qui t'assaillent. Tu peux rester là sans rien faire, tu peux rester là. Tu n'as rien à te reprocher. La vie n'est pas ce regret. La vie n'accuse pas. La vie, elle t'attend, elle te reprend toujours. Tu peux espérer doucement que le jour revienne. Je serai là, je suis là. Est-ce que tout se passera bien dorénavant ? Je ne sais pas, ma chérie. Comment en être sûr ? On peut au moins se le promettre. Et lui dire aussi que je comprenais très bien ce sentiment déchirant de n'être qu'un réfugié dans sa propre vie. Dire encore qu'on ne peut jamais guérir sans assumer ce qui nous a blessés. Nous avons le pouvoir ou la tâche de vivre, pas ceux de mourir. Ces mots ne sont pas sortis de moi au moment où je sentais qu'elle les attendait. J'ai préféré penser aussi ce soir-là qu'elle les avait peut-être entendus dans le silence. Nous sommes des porteurs de mots, nous sommes faits de mots, et ne pas être en mesure de les prononcer ne signifie pas forcément que nous n'avons rien dit. Les mots, petite présence muette, traversent les murs et les cœurs comme des fantômes. Je lui aurais dit aussi, pour l'endormir, « Tu es comme le vent qui souffle sur la mer, tu es le lac dans la vallée, tu es la petite étincelle d'un grand feu. » Celui de la vie qui nous fait naître et renaître, et qui, oui, un jour nous emportera jusque dans la nuit étoilée. Et si, devant l'obstacle, nous devons penser qu'il n'est jamais trop tard, reconnaissons que c'est au prix parfois d'une profonde angoisse. Qu'adviendra-t-il ? Qu'adviendra-t-il ? Que les mots alors nous accompagnent jusqu'au bout. « 21 février 2009, maman me dit qu'elle va comme elle peut. Elle a regardé la télévision et me confie « On est devenus fous ». C'est une de ses phrases favorites, elle me fait rire. Elle parle de nous tous collectivement, de notre petite famille plutôt éclatée, de nous tous socialement aujourd'hui, divisés, pas au meilleur de notre forme. Elle s'associe dans la fatigue, l'éloignement de son grand âge à ce qu'elle perçoit de la rumeur folle et harassée du monde. On est devenus fous. Je lui demande pour quelle raison elle me dit ça. Elle ne m'entend pas. Je ne sais pas comment, mes amis, vous vivez cette période de conflit qui s'accompagne aussi d'un délitement des valeurs, des idéaux, d'un relâchement des pires pulsions des uns et des autres. Un tel parfum de délitement, quelque chose de pourri dans le bien commun. On ne peut même pas y voir l'expression subversive d'une authentique culture populaire carnavalesque qui jouerait sur les renversements des valeurs et des codes. Non, le langage est devenu triste, le rire est banni, l'autodérision inexistante. Tout est envahi par un formidable et ô combien ridicule esprit de sérieux. Certains me diront que c'est inévitable dans de tels moments de crise et de désarroi. D'autres se moqueront de tant de sensibilité et rappelleront les exigences de justice sociale à l'origine de tout ce chambardement. Mais sommes-nous bien certains, sincèrement, que cette déliquescence complaisante, cette violence des propos, cette pornographie de l'expression et des sentiments servent les exigences de justice sociale ? Je pense exactement le contraire, en laissant se propager ce qu'il faut bien désigner comme étant une forme de confusion mentale. On asséchera toute possibilité de réponse juste et courageuse aux besoins de dignité sociale et humaine dans un climat crépusculaire de confusion générale. Et finalement, malheureusement, cela pourrait bien profiter surtout à ceux qui préfèrent rester sourds à ces besoins et qui ont tout intérêt. Ils sont nombreux, vous savez. Nous vivons sans doute une crise de la dignité sociale. Nous avons rompu le lien politique entre le besoin et la dignité, c'est-à-dire entre le besoin, manger à sa faim, donner une éducation à ses enfants, vivre correctement de son travail, pouvoir se loger, avoir la capacité de se déplacer. Ces besoins et le prix que nous sommes collectivement prêts à lui reconnaître. Quand nous devrions attacher la plus grande attention à la fragilité du bien commun, nous nous rendons plus misérables encore. Une démarche politique doit nous faire comprendre notre relation au bien commun et s'engager sur ce front-là, comme les liens entre le fait d'être bien nourri, bien logé, le fait d'être libre, et entre l'intégrité physique et l'action morale. Le caractère pressant et central de tels devoirs, c'est la tâche du politique. Cela demande de reconnaître les fragilités des uns et des autres, la précarité souvent des systèmes sociaux et économiques que nous construisons, mais aussi de reconnaître la fragilité de nos relations, la diversité de nos équilibres.
Et en reconnaissant ces vulnérabilités, leurs relations avec des actions sociales à mener, nous sommes encouragés à une vie commune qui passe par une distribution et une redistribution convenable des biens matériels de telle sorte que chaque citoyen les possède en quantité suffisante, mais aussi par un souci constant des nécessités qui nous rassemblent. Ce que je veux dire, c'est que là où la pulsion se libère, la parole gratuite et violente se multiplie, eh bien l'espace politique se fissure, sans doute parce qu'il a lui-même déserté son combat pour nous laisser dupes soit de la rationalisation économique égoïste, soit de la violence elle-même et de nos propres divisions. Je me souviens soudain que maman nous disait aussi autrefois « J'espère que dans la vie, vous ferez mieux que nous ». C'était terrible. Qu'elle puisse nous souhaiter cela nous paraissait évident, mais c'était terrible. Comme une vraie preuve d'amour et de sacrifice. Car il n'est pas certain que ce soit ce qui s'est passé. Je veux dire qu'on ne peut mesurer la vie à celle qu'on dit avoir eue ou qu'on espère avoir ou qu'on nous aura souhaité. C'est la vie qui nous possède, avec toutes nos défaillances. Et notre tâche collective, pour retrouver la confiance entre nous, est de repenser aux questions de la vie, à toutes celles que la société doit affronter, à la justice sociale entre nous, comme à l'amour et aux soins que nous devons aux enfants, aux malades, aux personnes âgées, au respect d'autrui. « 14 mars 2019. Tu connais les mots que tu aimerais dire, mais tu ne les diras pas. Tu préfères garder une certaine réserve. Tu sais ce qui se passe, c'est une situation banale après tout. La nuit tombe, tu ailes un taxi dans la rue, tu veux rentrer vite, tu veux te cacher en somme. Récemment, tu as lu ce que le romancier américain Herman Melville écrivait à 15 ans à son frère, alors qu'il venait de quitter la maison familiale pour travailler dans une ferme chez un oncle à Pittsfield, dans le Massachusetts. Il écrivait ceci, de tous ces projets magnifiques que j'ai faits pour ma vie, il ne reste rien. J'aimerais affronter un grand danger et cesser enfin de douter de moi-même. Mais toi, tu n'as plus 15 ans depuis longtemps et tu n'as jamais pris... Pardon. Tu n'as plus 15 ans et tu n'as jamais pris vraiment cette habitude d'écrire à tes frères. Et est-ce qu'un seul grand danger pourrait te rendre à une sorte d'adéquation avec toi-même ? Les dangers que tu as déjà traversés, pour la plupart, tu ne les avais pas cherchés. Et douter de soi, cela t'est familier. Tu n'as jamais vraiment trouvé quelle relation claire établir avec toi et les autres. Souvent, tu dis aux autres ce que tu imagines, ce qu'ils veulent entendre de toi. Tu penses qu'il faut bien céder à une forme de comédie sociale, mais tu en éprouves aussi une forme douloureuse de déchirure. Tu vois, comme dans un mauvais rêve, Achille se dresser contre toi et répéter à ton attention ce qu'il dit dans l'Iliade. Il m'est odieux comme les portes de l'enfer, celui qui cache une chose dans ses entrailles et en dit une autre. Ton ventre alors se tord. Qui ose avouer qu'il souffre souvent de l'image qu'il s'est fait de lui, ou qu'il croit que les autres se font de lui? Tu aimerais aussi confier cela à ta fille, ton adolescente tourmentée et prise dans l'hyper-confidence des réseaux sociaux. Elle aussi pense que ce qu'elle est et ce qu'elle vaut ne correspondent pas à ce que les autres lui reconnaissent. Elle aussi souffre de l'écart entre son être véritable, ou celui qu'elle imagine tel, et son être social. L'image d'elle véhiculée sur les réseaux, par exemple. Ta fille t'a écrit récemment, après une dispute entre vous, « Tu sais, je ne suis pas forcément celle que tu crois. » Tu t'inquiétais à tort d'une certaine superficialité et tu lui demandes pardon. Tous nous passons par des masques, des affabulations. Quel besoin, quelle nécessité avons-nous de dissimuler ou de nous cacher? Peut-on faire différemment? Nous souffrons du désir de coïncider avec nous-mêmes et de la difficulté d'y parvenir, d'authenticité fantasmée souvent et de dédoublement. Un grand homme vient de mourir le 4 mars dernier. C'est Jean Starobinski, médecin, psychiatre, écrivain. Tu avais suivi certains de ses cours dans le temps. Et dans un très beau livre, il s'interrogeait sur les souffrances de Stendhal entre transparence et dissimulation. « Pourquoi suis-je moi ?» demandait Stendhal, nous rappelait Starobinski. Et il s'interrogeait. Quelle image de soi nous fait alors si peur? Pourquoi vouloir à tout prix se démasquer? Tu penses à tout cela et tu ne dors pas. L'insomnie est souvent attachée aux troubles de la personnalité, aux incertitudes de l'identité, à la perte de confiance en soi. Les masques aussi appartiennent à la nuit. Tu es souvent gêné par l'aplomb des autres, leur assurance quand ils parlent d'eux,
même si tu sais pertinemment que c'est aussi un leurre, une façon d'esquiver la confrontation avec le double, avec la perte de soi. Et tu sais que le célèbre vers de Rilke, cité souvent à tort et à travers, « Perdre nous appartient », signifiait cela. On ne se possède pas, on ne possède que la perte de celui ou celle que nous pensons être. Nous sommes faits de plusieurs visages, ils s'effacent et réapparaissent. Tu n'écoutes plus vraiment ceux qui font profession de condamner les apparences d'ailleurs. Derrière trop d'appels à la sincérité et à la transparence, il y a souvent quelques gouffres qu'on voudrait cacher. Et plus je cherche à me connaître, moins je m'entends en moi, écrivait déjà Montaigne à la fin de sa vie dans les essais. Moins je m'entends en moi, tu aimes l'idée de s'entendre en soi. Il s'agit peut-être moins d'images et de masques que de voix et d'écoute. Enfant, tu ne supportais pas les adultes qui opposaient ces mots à tes faiblesses. Ils s'écoutent un peu trop. Non, je ne m'entends plus très bien et ne me suis jamais très bien entendu avec ou avec moi-même. Sans doute faut-il préserver la possibilité de ne pas être ce que l'on est, savoir humblement que c'est une éventualité. On voudrait être entier, plein sûr de soi, nous ne sommes que vides et tremblements. Ton adolescente te confie qu'elle voudrait tant que tu sois heureux, qu'elle a besoin de savoir que tu vas bien, et tu voudrais lui répondre que tu préfères sentir le bonheur des autres et non pas ton propre bonheur. Tu te tais, tu lui souris. Tu comprends que vous vous ressemblez beaucoup. Voilà. Merci Frédéric Boyer. Vous êtes écrivain, éditeur, traducteur. Et depuis votre premier livre, La Consolation, paru en 91, dont le titre résonne grandement avec les textes que vous venez de nous lire, vous avez tenu la main de vos lecteurs, de nombreux lecteurs, tenu leur attention au fil d'une quarantaine d'ouvrages. Et celui qui nous réunit ce soir, sous l'éclat des flèches, est d'un type un peu différent, puisqu'il s'agit d'un livre de chroniques écrite pour le quotidien La Croix. Et une adresse revient régulièrement dans ces textes, on l'a entendu plusieurs fois ce soir. « Oh mes amis », cette idée de vous adresser à vos lecteurs, à un public, comme à des amis, comment vous est-elle venue? Qu'est-ce qu'elle rend possible et qu'est-ce qu'elle interdit? C'est-à-dire qu'effectivement, moi je n'écris pas de journal, je n'avais jamais écrit, je n'avais jamais rempli cet exercice d'écrire de façon hebdomadaire pendant quand même plusieurs années une chronique dans un quotidien donc, qui s'adressait à des lecteurs régulièrement. Donc, j'ai eu le besoin, effectivement, que ces textes soient adressés. Et tout s'est fait dans un moment, effectivement, compliqué de ma vie, où j'avais plutôt besoin, d'une certaine façon, de me confier aux autres, plutôt que de parler d'un point de vue, je ne sais pas, d'une certaine autorité que je n'ai pas de toute façon, notamment sur l'actualité. Je n'ai pas de prétention ni journalistique, ni de commentateur de l'actualité. Donc il fallait trouver un biais. Et ce biais, il était dans l'énonciation, voilà, de s'adresser aux autres. Mes amis, c'est pas neutre, comme ça crée un lien. Et c'est vrai que c'est un des fils qui traverse l'ouvrage, ce souci d'être attentif à ce qui nous est commun, à ce qui nous rassemble, à ce qui est une forme de fraternité ouverte, peut-être même une fraternité universelle. Oh, mes amis, c'est prétendre tendre la main, poser des jalons d'un compagnonnage que permet aussi la régularité des retrouvailles chaque semaine dans un ouvrage. C'est un engagement aussi de s'adresser au lecteur comme un ami. C'était pas si facile que ça finalement. D'abord, j'ai eu pas mal de courriers avec ces chroniques et parfois les gens n'avaient pas du tout envie d'être mes amis. Hein, donc, mais c'était bien parce que je suis pour le désaccord aussi. Voilà. On se dispute aussi avec ses amis parfois. Voilà, un thème, j'aurais pu lire certaines chroniques. Voilà, c'est un thème aussi du livre et de cet échange-là, c'était sur les désaccords, parce que j'ai souvent affirmé des choses que je pensais, et les gens, très justement, me répondaient « mais je ne suis pas d'accord avec vous », et je trouve que c'est bien. Je pense que on vit en démocratie, et il n'y a pas de démocratie sans désaccord. Voilà, on semble avoir oublié, d'ailleurs, tous ces derniers temps, parce que seule la démocratie permet l'expression du désaccord, et il ne peut pas y avoir de démocratie sans que l'on accepte l'expression du désaccord.
le jour où vous n'acceptez plus le désaccord, qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit l'autorité ou les citoyens, eh bien, il n'y a plus de démocratie. Donc, ce que je dis dans le livre, on est seul en démocratie. Voilà, il faut accepter la solitude de la démocratie. Et donc, cette interpellation de mes amis, c'était aussi ça, c'était de leur dire, ben oui, moi, je vous interpelle, mais vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas mes amis, et de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et aussi de dire le contraire, bien sûr. Après, cette expression, mes amis, voilà, c'est le titre d'un de mes livres aussi, d'un recueil de poèmes qui est paru il y a quelques années, où j'étais aussi dans un moment de détresse, et là, comme à beaucoup de gens, ça arrive régulièrement dans la vie. Et la seule façon de renouer avec l'écriture, ça a été de m'adresser comme ça à l'amitié. Voilà, et je pense que dans une part de la littérature, je ne réduis pas la littérature à ça, mais dans une part de la littérature, il y a cette question de l'adresse à l'autre, effectivement. Ouais. Et le compagnonnage, il n'est pas nécessairement à sens unique, parce que vous évoquez les courriers que vous recevez, voire les engueulades de lecteurs. Oui. Vous les entendez aussi, et parfois elles nourrissent une chronique suivante. Donc il y a un dialogue. J'ai une passion de la réponse, moi. J'aime bien qu'on m'engueule et j'adore répondre. Alors après, c'est un peu difficile pour ceux qui m'engueulent, parce qu'effectivement, après, il y a... Voilà, donc j'adore répondre, et effectivement, parce que ça me provoque. Donc finalement, il y a quelques thèmes. Je me rappelle avoir écrit une chronique sur Gaza. Et j'ai reçu beaucoup de courriers, et donc j'ai répondu, ou effectivement une chronique sur la pauvreté en France, où je ne faisais que répéter les chiffres finalement d'instituts extrêmement sages finalement, qui répétaient qu'il y a plus de 9 millions de pauvres en France, ce qui représente un nombre quand même très conséquent pour une population de 67 millions d'habitants. Et les gens m'ont dit non, vous exagérez, les gens sont pauvres, mais pas vraiment, enfin, etc. Donc il y a des discussions qui sont engagées, effectivement, et c'est ce qui faisait la richesse de cet exercice. Pour l'écrivain que vous êtes aussi à côté, qu'est-ce que ça représente, l'exercice d'une chronique, c'est-à-dire la contrainte de la régularité, la contrainte d'une longueur, la contrainte d'écrire, de fait. Il n'y a pas la possibilité de ne pas répondre présent chaque semaine. Est-ce que c'est une contrainte féconde? Est-ce que c'est un exercice stimulant? Ou est-ce que, compte tenu de la manière dont vous écrivez habituellement, ça n'a pas forcément d'impact sur l'écriture? Si, enfin bon... c'est une contrainte, mais la contrainte, à partir du moment où on l'accepte, c'est plutôt fécond, hein, c'est plutôt... La littérature se nourrit beaucoup de contraintes. Une littérature sans contraintes, il faut s'en méfier. Hein. Donc vaut mieux que dans un exercice littéraire, il y ait des contraintes. C'est plutôt intéressant. Donc moi, j'ai pris cette contrainte voilà, comme une petite provocation pour moi, d'abord, qui n'écrivait pas de journal. Après, je l'ai détournée, puisque j'ai immédiatement fait quelque chose de plutôt personnel. Après, bon, c'est un peu fastidieux d'avoir à écrire ça tous les jours. Enfin, toutes les semaines. Après, l'écriture, bon, moi, j'essaie d'écrire un tout petit peu tous les jours, même si c'est 4-5 lignes. Donc, ça n'a fait que m'accompagner dans ce mouvement-là. La vraie contrainte, la vraie difficulté, c'est pas tellement d'avoir à écrire toutes les semaines. La vraie difficulté, c'est de trouver le sujet. Et à des fois, c'est vrai que j'étais un peu... voilà. Donc, mais c'est assez amusant. Donc, je suis allé sur des sites, je regardais des thèmes, donc, et j'ai trouvé des choses assez étranges et drôles et qui m'ont plu. Et donc, voilà, j'ai pu écrire des chroniques assez bizarres sur la découverte d'archéologues du Moyen-Âge qui ont découvert le squelette d'une femme. Lazuli dans les dents de la moniale. Donc, d'une moniale du XIIIe siècle du côté en Belgique. Et ils ont découvert entre ses dents du lapis lazuli. Et ça voulait dire deux choses, que cette moniale était donc une enlumineuse, qu'elle enluminait les manuscrits, et que pour avoir du lapis lazuli dans les dents, elle devait de temps en temps rêvasser et se mettre le crayon dans la bouche. Mais voilà, ça disait une chose très importante, c'est que parmi l'enluminure était un exercice extrêmement noble dans la vie monacale, et on a peu dit qu'il pouvait y avoir des femmes. On a peu représenté voilà. Les femmes. Et en fait, il y avait des monastères de femmes qui enluminaient aussi les manuscrits. C'était une vieille tradition, puisque même en Mésopotamie, je me souviens de ma chronique par cœur, je faisais un lien avec les scribes mésopotamiens, donc des scribes il y a 5000 ans. Et on a découvert des tablettes qui étaient signées par des femmes en Mésopotamie. Voilà.
Donc les femmes écrivent depuis les débuts de l'écriture. Voilà, je tenais à le dire ce soir. On a envie de vous demander comment se fait la fabrique de ces petites chroniques. Est-ce que vous avez toujours un carnet sur vous? Est-ce que vous écrivez au vif de la vie, un peu au fil des journées? Ou est-ce que vous avez besoin d'un peu de solitude, des deux? Non, ça se fait comme ça. J'étais attentif, voilà, chaque jour à des idées, à des actualités. Mais en même temps, on voit bien que je me suis pas senti soumis à l'actualité, même si, notamment 2018 et 2019 étaient des années lourdes. Hein. Il y avait de la matière. Il y avait de la matière, oui. Non, mais c'est ce que je retiendrai de tout ça. C'est l'expression de la violence. Enfin, c'est quelque chose de très... Et être gêné, c'est difficile de parler de ça, voilà. J'aimerais peut-être revenir sur la saveur particulière de vos chroniques, qui est peut-être fait de ce mélange doux-amer, de ce contraste entre une grande tristesse qui peut affleurer une mélancolie, une grande inquiétude devant la violence du monde, la violence de nos relations, la violence du mensonge. Et en même temps, une grande douceur pour les humains que nous sommes. Presque, j'évoquais le titre de votre premier livre, La Consolation, presque une envie de nous consoler de la tâche de vivre. Vous venez de lire une chronique qui reprend cette expression. Est-ce que il y a pour vous, dans une bonne chronique, l'idée que... bonne chronique au sens où elle a du sens, l'idée qu'on la compose comme un tableau des maîtres flamands, faisant... la place à l'ombre et la place à la lumière, et que finalement c'est dans cette composition qu'elle peut être féconde pour vous-même d'abord, qu'il écrivait pour le lecteur. Ouais, je sais pas, après j'ai essayé d'être le plus sincère possible aussi, voilà, j'ai pas essayé de tricher avec moi, donc je sais pas comment dire ça, mais alors, ce qui m'intéressait, c'est, entre guillemets, un peu de provoquer les gens, voilà, de provoquer les lecteurs sur leur propre... plutôt que de leur parler de façon à la fois positive ou d'être dans une seule position de commentateur. Je voulais être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je voulais être dans une position un peu d'empathie, effectivement. Et de leur dire, bah non, ça va pas très fort, tu sais. Voilà, il faut quand même le reconnaître. Voilà, il faut le reconnaître et qu'on regarde un peu ce qui se passe. Voilà. Et on n'a pas forcément la solution non plus. Voilà. Et c'est ce qui fait problème. Donc, et c'était un peu cette communauté-là, voilà, que je voulais entretenir. Après, c'est quelque chose de singulier. Moi, j'ai pas trop de scrupules à en parler, puisque ça fait. Si j'ai accepté ces chroniques, c'était aussi parce que j'avais décidé de ne pas cacher ce qui m'arrivait. Voilà. J'aurais pu, peut-être, ça a été une façon de se protéger, mais j'ai pensé que la meilleure protection pour moi-même était, sans en parler tout le temps et de crier sur les toits, mais de parler de ce qui m'arrivait. Voilà. Et donc, à partir de là, j'étais entraîné dans une forme, pas vraiment un journal, mais dans une forme où je devais parler de moi. Voilà. Donc, à partir de là, je ne suis pas toujours un type très gai, effectivement, mais que ça peut m'arriver. Et donc, ce qui m'arrivait, c'est ce que j'ai lu, la première chronique, le début de cette première chronique, effectivement, il m'est arrivé des deuils, des disparitions très, très violentes et des pertes. Et voilà, donc j'ai voulu, au contraire, j'ai su, face à tout ça, j'ai su... Dans un quart de seconde qu'il fallait... je ne sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, mais c'est la question qui m'avait... En un quart de seconde, j'ai su qu'il fallait, au contraire, s'adresser à la vie, voilà, qu'il ne fallait pas s'enfermer et se taire. C'est une drôle de chose. Bon, peut-être parce que j'étais aussi avec une jeune fille de 12 ans qui m'enjoignait à ça de toute façon, spontanément. Donc, Et donc à partir de là, quand on m'a proposé d'écrire ces chroniques, bah, ça s'est enchaîné. Peut-être il y a une forme d'impudeur à ça, mais d'une certaine façon, je m'en fous, effectivement. L'impudeur, c'est aussi la vie, d'une certaine façon. Donc voilà, mais donc tout s'est entraîné comme ça, et j'ai tenu donc à parler, oui, du chagrin, et j'ai tenu à parler de la façon dont on travaillait pour dépasser ça, et puis que voilà, et que parler du monde autour de nous, ça me permettait aussi de traverser tout ça. Voilà, Donc finalement, ça fait un ton peut-être étrange et pas très conventionnel dans ce genre d'exercice, mais...
On reconnaît des situations singulières, vous évoquez des personnes proches. Est-ce que la question de l'intime se pose pour vous? Vous parlez de la privauté dans vos textes. Oui, il y a aussi le respect du privé, de l'intime, de ce qui engage les autres. Comment se fait la décantation de ce qu'on laisse transparaître, de ce qu'on retient, aussi par souci pour les autres? D'abord, je pense que c'est un des grands... comment dire, c'est une des grandes actions de la littérature. C'est un lieu d'action de la littérature, que cette question, effectivement, de l'écriture et de l'intimité, et notamment de ce que les Anglais appellent privacy, c'est-à-dire ce lieu inviolable de chaque personne et qui fait que chaque personne est une personne. Mais la littérature, elle est forcément convoquée à ce lieu-là. Et alors, c'est son paradoxe, puisqu'elle est convoquée à ce lieu-là, mais puisqu'elle est littérature, elle se dit aux autres aussi. Donc Mais qu'en même temps, c'est aussi quelque chose de formidable, voilà, d'humanité. Alors, et de risques que l'on prend, mais prendre des risques, ça fait partie aussi du métier de vivre. Et donc, peut-être, c'est ce qui est en jeu dans ces textes-là, un peu, très modestement, parce qu'on n'est pas... mais d'essayer de faire entendre l'écho d'une privauté, comme ça, l'écho d'une intimité, et de rendre publique cette intimité-là, et tout en la préservant en même temps. Mais peut-être qu'une façon de la dire aux autres, c'est aussi une façon de la préserver. Aussi, je crois, voilà, c'est quelque chose de compliqué. Mais et après, l'autre sujet qui revient dans pas mal de ces chroniques, puisque c'est un sujet contemporain aussi, c'est que la société ait à cœur de préserver ce qui fait l'intimité de chacun. Quand je dis intimité, c'est au-delà de nos petites histoires, mais de ce qui fait qu'on est secrètement une personne et que ce secret fait de nous une personne. C'est vrai qu'il y a plein de choses aujourd'hui dans l'évolution des biotechnologies, dans l'évolution des surveillances de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les technologies qui ont un pouvoir de surveillance considérable que l'humanité n'a jamais connu. Effectivement, ça pose cette question-là aussi. C'est des questions qui m'intéressent. J'ai une chronique aussi sur la morale machine, qui est un paradoxe inventé, un oxymore inventé par des chercheurs dans le Massachusetts pour expliquer ces voitures qui conduisent sans conducteur. Et il y a eu une enquête formidable qui a duré plusieurs années, où on posait la question à des milliers de gens dans le monde. Et on posait des questions éthiques en disant, bon ben voilà, si la voiture ne peut pas s'arrêter, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle préserve les passagers ou qu'elle écrase des gens voilà. Et alors, et qui alors, une mère de famille avec son enfant, un sans-abri, un noir, un handicapé. Voilà, et les gens répondaient, et c'est comme ça qu'on programmait la machine. C'est assez... Voilà. Donc bon, ça c'est quelque chose d'extrême, mais ces questions-là m'intéressent beaucoup. Je crois qu'on y va de toute façon. Pour composer l'ouvrage, vous avez bien sûr été amené à relire, à reprendre ces chroniques. Est-ce que c'est un exercice plaisant? Est-ce que c'est un exercice intéressant? Est-ce qu'on, comme les peintres, on exerce un repentir de temps en temps, ou est-ce qu'on s'en défend? Comment est-ce qu'on passe de la chronique éphémère au livre qui va quand même durer dans le temps plus que... Bon, d'abord, je ne voulais pas le faire parce que je trouve que le livre de chronique, c'est ennuyeux, donc bon, c'était raté. Bon, mais j'ai quand même accepté. Bon, voilà. Et j'ai accepté parce qu'en relisant, j'ai trouvé qu'il y avait... Oui, moi, je l'ai pris peut-être de façon... Mais je l'ai pris comme un journal un peu de... Et j'ai dit que c'était possible, voilà, donc je l'ai fait. Et je me suis interdit de corriger. Franchement, je me suis interdit de corriger. J'ai rajouté des petites choses, plutôt des précisions, par exemple, des notes ou des références, ou choses comme ça, mais c'est tout. Non, parce que sinon, ça ne marchait pas. Là, j'ai vu en lisant... Évidemment, personne n'ira vérifier, mais en lisant, j'ai enlevé des choses, j'ai rajouté des choses. Non, mais sinon, bon, c'est pas le sujet. Soit je publiais ces chroniques, soit j'en faisais autre chose, voilà, ou je publiais pas, voilà, c'est pas. En lisant ces textes les uns à la suite des autres, j'ai été frappée par la présence de la nature et de la création dans ces écrits, ce qui ne m'était peut-être pas apparu aussi fortement dans leur lecture au fil de l'eau.
Il y a les arbres, il y a la terre, il y a le ciel étoilé, il y a la lune, il y a des fleuves, la mer. Est-ce que la nature est une source d'inspiration première, ou est-ce que c'est le souci un peu écologique au sens très large, de réinscrire un peu comme faisaient les Grecs anciens, l'homme dans un environnement, dans un cosmos, dans un milieu en dehors duquel il ne peut pas vivre. Et finalement de le réenraciner, un peu comme en parlait la philosophe Simone Veil, de le réinscrire dans quelque chose d'ouvert, mais quand même dans quelque chose qui le contient et à partir duquel les échelles peuvent jouer entre l'individuel et le collectif, entre le local et le global, entre le terrestre et le cosmique. Ça me prêtait beaucoup d'intention, mais non, mais c'est un peu tout ça. Mais d'abord, j'essayais quand même, malgré moi, de suivre un peu l'actualité. Donc, et effectivement, il y a eu une activité sociale très, très, très lourde, mais il y a eu aussi une actualité environnementale, écologique qui est très forte, hein, quand même. Donc, je me suis intéressé à ça. Après, oui, d'abord, c'est des questions qui m'intéressent. Et il se trouve qu'à cette époque, j'étais en train de traduire les Géorgiques de Virgile. Donc, j'étais dans cette... Dans cette atmosphère-là. Et oui, je crois que nous sommes des générations là, qui arrivons à un moment où nous devons, c'est même pas nous réinscrire, mais où nous devons réévaluer entièrement notre rapport à notre lieu de vie, à notre monde, à notre environnement et à notre être là dans le monde. Ça, je veux dire, c'est quelque chose qui va être bouleversant dans tous les sens du terme dans les années qui viennent. Voilà, et qui l'est déjà. Donc ces questions-là m'intéressaient. Après, l'inspiration de la nature, oui, je l'ai. Voilà, je suis quelqu'un. Mais bon, il y a 2-3 chroniques, effectivement, parce que c'est assez fascinant, par exemple, de regarder les chiffres, même s'il ne faut pas... Bon, mais les chiffres de disparition des espèces, par exemple, c'est vertigineux. Donc, voilà, c'est des choses qui m'avaient frappé, qui m'avaient interrogé. Donc, effectivement, j'y fais référence régulièrement. Et ça, on rejoint la question spirituelle que vous posez, que vous relevez également au fil de ces chroniques. Vous dites que le spirituel n'est pas hors sol. Alors finalement, on retrouve là aussi cette question de notre rapport au monde. Oui, c'est une chronique sur les oiseaux, je crois, effectivement, où je dis, mais finalement, enfin, je fais une petite... parce que je suis un peu... je fais un petit pont un peu excessif, mais tout d'un coup, c'est-à-dire, les oiseaux disparaissent. Bon, alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on perd un certain rapport au ciel si les oiseaux disparaissent. Et il y a une expression de Paul qui est très belle. On dit, on a notre être pour la terre, on a notre être pour mourir, on a notre être pour pourrir, et on a notre être pour le ciel. Voilà. Et je dis, on est en train de perdre aussi notre être pour le ciel. Voilà. Et qu'effectivement, bien sûr que ces questions, elles ont... Enfin, si on en a envie, si on est... ce sont des questions spirituelles, bien sûr. Le rapport au monde, le rapport à la terre, le rapport à la façon dont... le texte de la Bible qui peut-être me passionne le plus et m'a plus inspiré, c'est le premier chapitre de la Genèse. C'est un texte politique d'une importance capitale qui déclasse de loin tous les textes mythologiques de la même époque, dont il s'inspire d'ailleurs, les textes mésopotamiens, ougaritiques ou même certains textes égyptiens. Ce premier chapitre de la Genèse pose une question politique qui est fondamentale, qui est celui de notre place dans le monde et de la façon dont l'humanité se tient dans le monde. Elle se tient dans le monde par la parole. Ce texte dit une chose très simple, il dit vous avez tout en votre possession pour habiter le monde, il suffit de le parler. Mais il suffit de le parler et de lui parler, puisque l'acte de création, c'est de s'adresser au monde, de s'adresser à la lumière pour que la lumière soit, de s'adresser aux oiseaux pour qu'ils soient. Voilà, c'est très franciscain, mais même sans parler de spiritualité, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire que le rôle de l'humanité, c'est de parler au monde, de parler aux autres vivants du monde, voilà, aux autres étangs du monde. L'humanité doit parler aux autres étangs du monde. Et c'est ça sa tâche politique, et c'est peut-être sa tâche politique première pour qu'elle reste humanité. Le jour où vous ne faites plus ça, ou vous le faites mal, eh bien, l'humanité dépérit.
C'est un texte messianique, d'ailleurs, qui a été lu comme tel dans la grande tradition rabbinique. C'est pas un texte de commencement, c'est un texte de fin, c'est un texte messianique, ce premier chapitre. Et j'ajoute que l'humanité, effectivement, on donne à l'humanité l'assujettissement de la création, mais c'est un assujettissement, c'est une domination par la douceur, puisque la seule nourriture pour tous, d'ailleurs, pas que l'humanité, mais pour tous les vivants, c'est la végétation. Donc il y a un régime végétarien comme ça, qui est posé dans ce premier chapitre, de façon un peu hallucinante. Et finalement, quand on le lit aujourd'hui, ça résonne autrement. Donc c'est une sorte de domination du monde par la douceur et par la parole. Voilà. Et c'est ça notre tâche politique aujourd'hui. Voilà. C'est l'idée que la parole crée le monde, sauve le monde. Enfin, c'est une question de salut. Pour ne pas trop dire des choses que... Bon, c'est plus que ça, même. Bon, la parole. Bon, je ne sais pas si la parole même. Je ne sais même pas si ce texte dit que la parole crée le monde. Enfin, ça, c'est si on rentre dans des explications un peu plus presque compliquées, mais ce texte dit que le monde est à partir du moment où on s'adresse à lui. Voilà. Je crois vraiment que les éléments apparaissent quand on leur parle. Et que finalement, c'est ce qui est... Bon, et c'est finalement très vrai, parce que si je vous parle pas, ou si je parle pas, les choses n'apparaissent pas, enfin, en tout cas, ne m'apparaissent pas. Voilà. C'est un texte, même d'un point de vue linguistique, c'est un texte qui est très intéressant, puisque voilà, il y a tout un jeu sur la question du langage. Et alors, évidemment, ça serait trop compliqué, on n'a pas le temps, là, mais... puisqu'il y a un deuxième chapitre de la création, le chapitre 2, qui répète d'une certaine façon ce récit de création et qui repose cette question du langage, puisque dans le deuxième chapitre, alors l'humanité qu'on appelle dans la Bible Adam, mais qui veut dire humanité, qui veut pas dire homme, qui veut dire humanité, cette humanité donc est indifférenciée, elle n'a pas de sexe, même les rabbins dans le Talmud disent que peut-être elle est androgyne finalement, voilà, c'est une humanité androgyne. Elle est posée comme gardienne du monde. Là, on lui dit bon là, tu vas chamar en hébreu, tu vas garder, tu vas être celui qui va garder le monde. Bon, mais alors, en même temps, on dit il y a rien. Voilà, donc c'est un monde vide. Il est tout seul. Et la divinité, qui est quand même pleine de compassion pour sa créature, dit quand même c'est pas bien que l'humanité soit seule. Je vais créer quelqu'un en face de lui. Alors c'est des mots hébreux très compliqués. Quelqu'un en face de lui, pour lui venir en aide. La bonne traduction serait de venir en aide, puisque le mot hébreu signifie vraiment, pas l'aide domestique, comme on l'a longtemps cru dans toute la tradition, mais c'est le mot Ezer, c'est le mot hébreu qui signifie aide-moi. Voilà. Donc, par exemple, c'est un mot qu'on retrouve dans les psaumes quand le psalmiste appelle Dieu à son aide. Donc, il n'appelle pas une boniche, il appelle quelqu'un qui lui vient en aide. Et alors, Dieu dit, je vais faire quelqu'un en face de lui qui lui vienne en aide, et il commence par créer quoi ? Il commence par créer les animaux. Donc la première création, la première créature qui doit venir en aide à l'humanité, c'est les animaux. Et alors Adam, l'humanité, fait défiler les animaux. C'est un texte très visuel qui est très beau. Bon, et il les nomme, et donc naissance du langage. Voilà. Dans ce texte-là, le langage naît pour appeler les animaux. Voilà. Et le mot kara en hébreu est un mot qui veut dire appeler l'autre, appeler quelqu'un, et en même temps appeler au sens de nommer. Voilà. Donc l'ambiguïté de ça est assez belle. Donc il appelle les animaux, mais voilà, manque de chance, ça suffit pas. Voilà. Donc il trouve quand même personne vraiment vis-à-vis de lui, et donc il faudra la sexuation, c'est-à-dire diviser cet Adam, cette humanité indifférenciée, en deux sexes. Voilà. Et la sexuation va provoquer la rencontre, etc. Mais ce qui est très beau, c'est que l'animal restera pour toujours une nostalgie. Voilà, celui qui aurait pu être mon vis-à-vis. Voilà. Donc il ne l'est pas, mais en même temps, il reste comme une blessure. Et là aussi, ça signifie que nous avons une dette comme ça envers notre rapport à l'animal. Voilà. Bon, bref, ça c'était... Vous évoquez là le récit de la création. C'est vrai que vos chroniques, elles sont traversées par les personnages bibliques, par l'épopée biblique, par les figures spirituelles. On est dans un temps qui se méfie beaucoup des héritages religieux au pluriel. Comment vous voyez votre rôle, votre place, peut-être plus que votre rôle, dans
dans le partage de ces textes-là, dans le fait de dompter peut-être un peu la crainte de nos contemporains par rapport aux religieux? Est-ce que vous êtes dans un effort de traduction de ces textes et de cet héritage-là pour montrer qu'ils nous sont contemporains, en fait? C'est ça la force de votre approche. Oui, non, puis comme tout ça, d'abord, je veux dire, je m'en fiche maintenant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, un peu persécuté, parce qu'effectivement, voilà, j'ai vécu des moments où c'était assez difficile de dire que je m'intéressais à ça, ces textes-là, ces questions-là. Franchement, voilà, c'est pas... voilà. Mais alors maintenant, je m'en fiche complètement. Si ça embête les gens, bah, tant pis pour eux. Moi, ça me passionne. Et de toute façon, effectivement, après, ces textes-là, ce sont des textes... voilà, qu'on peut toujours reprendre et qu'il faut réinterpréter. Voilà ce que j'ai fait sur la Genèse. Voilà, bah, il y a ne serait-ce que 50 ans, on ne pouvait pas le faire. Enfin, en tout cas, voilà, l'interprétation ne portait pas sur les intensités que j'ai dites. Voilà, c'était sur d'autres choses. Donc c'est intéressant. Voilà. Et après, j'y peux rien. Moi, j'ai baigné là-dedans un peu longtemps. Je continue et effectivement, pour moi, c'est une source d'interrogation et qui dépasse largement, voilà, qui dépasse largement même les questions de croyance, de foi ça les dépasse largement. La matière biblique est une matière extrêmement étonnante, comme peut-être la matière homérique, si vous voulez, pour ne pas voilà. Mais peut-être pour moi d'une façon encore plus étonnante même que la matière homérique, puisque voilà, cette matière-là a eu d'autres destinations d'un point de vue de la culture. Enfin, ça a été... faut bien voir ce qu'a été la traduction du texte biblique dans notre histoire. Ça a été quelque chose qui a complètement... qui nous a fondés, quoi, qui nous a... Bon, alors voilà, moi ça m'intéresse, c'est des questions qui m'intéressent, mais je suis tout à fait d'accord pour que ça n'intéresse pas d'autres personnes, c'est pas bon. Est-ce que vous avez une manière de les approcher? C'est-à-dire, est-ce que c'est en les tirant du côté de nos questions, ou est-ce que c'est en les rejoignant du côté de leurs interrogations? Moi, je pense que j'en fais d'abord des textes, ce qu'ils sont d'abord, des textes de littérature. Voilà. C'est-à-dire que voilà, donc je fais attention à ce que ces textes racontent, à ce qu'ils disent, à la façon dont ils racontent les choses, aux mots qu'ils emploient, aux langues qu'ils convoquent, voilà, parce que c'est intéressant. Et d'ailleurs, ces textes ont une véritable énergie littéraire. Donc moi, c'est d'abord ça qui m'intéresse. Après, bien sûr que j'ai un rapport à la fois de spirituel à ces textes aussi, voilà, parce que c'est des textes d'une grande intensité spirituelle parfois quand même. Hein, et donc, alors, bah, moi j'essaie de le dire comme je suis, voilà. Et après c'est pour ça que je vous dis, maintenant je m'en fous, les gens ça les emmerde, bah tant pis. Et si ça les intéresse, bah tant mieux. Enfin, voilà, mais j'ai eu longtemps une espèce pas de honte, ce serait trop fort, mais de gêne, et donc je me suis abstenu de trop de. Mais voilà, je pense qu'au contraire, c'est... Alors, et là, dans les chroniques, effectivement, bon, d'abord, je me suis senti libre de faire appel à ces textes-là quand j'en avais envie. Je ne le fais pas tout le temps, d'ailleurs, mais je le fais assez régulièrement. Et c'est vrai que c'est intéressant de solliciter ces textes dans l'actualité, mais... Alors ça, on ne le sait pas trop, mais ils ont servi à ça tout le temps, ces textes. Depuis que ces textes existent, on a interprété ces textes au regard de ce qu'on vivait, de l'actualité. Vous lisez ce grand livre bizarre, étrange, dont personne ne comprend rien, en fait, qui est l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. C'est un livre écrit comme une récapitulation de l'histoire du salut pour les croyants, voilà, assez obscur d'ailleurs comme récapitulation, il faut le dire, mais qui est écrite entièrement par des allégories de ce que les gens vivaient à l'époque, de l'histoire humaine de l'époque, c'est-à-dire les empires déchirés, la tyrannie, les persécutions. Alors, comme on ne pouvait pas dire ça de façon claire et transparente, on le racontait aussi avec son propre matériel, c'est-à-dire les textes prophétiques, les images, les légendes qu'on avait, et on déguisait ça, voilà, on transformait Rome en espèce de Babylone horrible et en bête immonde, voilà, on utilisait l'allégorie, mais en fait, ce qu'on racontait, c'était la désespérance du monde de l'époque, à la fin du 1er siècle, effectivement, où les gens étaient persécutés, où les empires se déchiraient, où la guerre était présente, où la souffrance
Régnier aussi. Et voilà, c'est intéressant. Et finalement, ces textes ont toujours été sollicités pour raconter le monde aussi. Voilà. Si les scribes juifs, judéens du 5e siècle, peut-être avant Jésus-Christ, ont mis par écrit ces textes de création dont je parlais tout à l'heure, c'est pas simplement pour écrire un beau conte et une belle histoire sur comment le monde est né. D'ailleurs, je pense pas ça du tout, d'ailleurs. C'était au contraire, pour ce que je disais, donner une sorte de discours politique au sens haut et spirituel à la communauté qu'il formait pour raconter voilà, comment on croit le monde dans lequel on vit et quel est notre rôle dans le monde dans lequel on vit. On va raconter cette idée que le monde est créé par cette divinité-là à laquelle on croit et que sa création est une création où elle nous met en responsabilité par la parole de pouvoir et nous adresser et dire le monde. Et quand je dis le monde est là. C'est quelque chose de très simple. Hein. C'est presque mot pour mot une phrase de Wittgenstein, philosophe du XXe siècle. Voilà. Comment on croit le monde dans lequel on vit, quel rôle on a dans le monde, dans ce monde dans lequel on vit. Je crois que ça sera peut-être le mot de la fin pour inviter les lecteurs à vous retrouver au fil de ces très belles chroniques donc, qui sont publiées, je le rappelle, sous le titre « Sous l'éclat des flèches » aux éditions Bayard. Merci beaucoup Frédéric Boyer.